Voilà, de retour pour la troisième partie, toujours avec Héloïse Benamou, toujours pour la kleptocratie française. Et comme ça, on va pouvoir prendre les nombreuses questions des métanautes. Alors avant qu'on commence, voilà, je voulais montrer, parce que c'était quand même... voilà, c'est donc la plaquette d'un nouveau produit proposé par la Caisse d'épargne. Alors, vous pouvez peut-être pas lire, mais ça vaut quand même le coup, parce que c'est l'argument marketing. Vous voyez les deux phrases d'accroche ici en rouge, donc c'est vraiment l'argument marketing principal. Et là, on est vachement étonné parce qu'ils nous disent l'ambition COP, le produit, est une obligation de droit émise par Natixis, offrant à l'échéance une protection à 90% du capital initial et présente un risque de perte en capital de 10% à l'échéance. C'est magnifique, c'est-à-dire que donc on nous vend des produits maintenant financiers où on nous dit attention, vous perdez pas grand-chose, hein, attention, vous perdrez que 10%, madame. Je trouve c'est quand même assez incroyable, parce que normalement, avant, ils n'avaient pas notre cuidance quand même de nous donner ça. On nous disait, vous allez vous enrichir un peu, bon, des taux à 2%, mais là, on est carrément dans des... attention, vous ne perdrez pas plus de 10%. C'est quand même... Non, parce que je les trouve, par rapport à tout ce qu'on a expliqué, les banquiers là, on a un exemple de vraiment le cynisme total, quoi. Ouais, tout à fait. Ils vont bloquer de plus en plus les fonds dans les banques. Hein. C'est ça, ouais. Il y a une espèce... Alors, il y a beaucoup d'anecdotes qui nous arrivent de partout. Moi-même, dans ma propre famille, j'ai été confronté où les banques... vous empêchent de retirer votre argent. En fait, elles invoquent comme ça, alors elles ont toujours tout un tas de raisons, voilà, mais vous avez du mal à retirer votre argent. On a plein d'exemples, nous, tout le temps, voilà, votre argent, une fois que vous allez vouloir le récupérer, ça devient compliqué. C'est plus... c'était très facile quand vous avez signé les papiers, voilà, d'assurance vie, mais alors du coup, maintenant que vous cherchez à récupérer votre argent, et là, on vous invoque tout un tas de raisons, ah oui... Il y a une espèce de procédure. Alors moi, je suis toujours étonné aussi. C'est toujours, on vous dit des fois 1 mois pour libérer l'argent, alors que c'est une opération électronique. Non. Oui, mais ils cherchent à bloquer les fonds. Ils cherchent à bloquer les fonds, ouais. Ouais, parce que c'est ça leur but. C'est une grande truc. On bloque au maximum tout ce qu'on a, quoi. On empêche en fait les gens au maximum. Et puis on les... j'ai vu, c'est quelque chose que je avais abordé justement avec Pierre aussi, mais les histoires de frais bancaires, les fameuses commissions d'intervention. Alors ça, c'est pareil, on les voit pas trop passer, parce que des fois, moi ça m'est arrivé sur ma banque, des fois je vois il y a des frais, alors je les appelle, je me demande mais ça correspond à quoi, puis on vous dit, des fois, alors ce qui est surréaliste, une opération qui a été en fait refusée par votre banque, mais elle vous débite quand même la somme. En fait, par exemple, vous avez un prélèvement qui se présente, voilà, je sais pas, même 20 euros. La banque vous dit non, il n'y a pas assez d'argent sur le compte. En revanche, elle vous débite des frais bancaires. C'est aussi, c'est des méthodes de voyous quand même. Oui, c'est les box qu'on avait vu aussi à un moment donné. Je me souviens plus par contre en quelle année c'était, mais on l'avait observé dans la comptabilité. Et puis il y avait eu des articles après qui avaient été faits, c'est que les banques à la clôture, un peu avant le 31 décembre, avaient débité 2 fois des opérations. Pour le compte de tiers, et donc il y avait des clients qui s'en étaient rendus compte, et par exemple de débit pour EDF par exemple, les clients avaient appelé EDF en disant vous m'avez débité 2 fois, et puis en fait c'était pour le compte de la banque. Il y avait des articles qui étaient sortis après en expliquant qu'effectivement, et ensuite elle recrédite les comptes sur l'exercice suivant. C'est pour la clôture de leur bilan. D'accord, pour la clôture de leur bilan. Je ne me souviens plus en quelle année c'était, peut-être 2010 que j'avais vu ça. Ouais. D'accord, une espèce de maquillage un petit peu, ça. En quelque sorte. On me dit, est-ce qu'il est encore utile de voter dans une kleptocratie ? Ça, c'est une question, je trouve, très, très importante. Parce que, effectivement, quand on a décrit tout ça, on se dit, est-ce que le vote, il est encore utile dans un système comme celui-là, où tout le monde se protège ? Clairement, il y a très peu d'hommes politiques. Voilà. On pourra en citer quelques-uns, mais ils ne sont pas du tout sur le grand champ national. On sait qu'il y a Jacques Cheminade, François Asselineau, voilà, Jacques Nikonov, des gens qui ont parlé du système financier, mais ils ne sont pas du tout sur la scène, la grande scène internationale, quoi. Enfin, internationale, nationale au moins, quoi. Oui, je pense qu'il faut voter, il faut savoir à quoi s'attendre, il ne faut pas être surpris. Puis il faut prendre en considération, comme je disais tout à l'heure, qu'il n'y a pas de marge de manœuvre pour les politiques, et que après il faut voir, c'est le bénéfice du doute, mais je
Je pense pas qu'il y aura de réforme vraiment importante qui sera faite pour les Français. Et les associations de défense des consommateurs, on sait qu'il existe une association des usagers bancaires, je crois, il y en a plusieurs même. Oui, il y a des avocats, Ouais. aussi qui... Et eux, ils ne s'intéressent pas à ça, parce que finalement, c'est encore plus le cœur du problème, puisque les malversations, entre guillemets, des banques auxquelles ils s'attaquent, elles sont consécutives à la situation que vous décrivez, en fait, beaucoup plus. Oui, ce sont des symptômes, oui. Ouais. Moi, je ne connais pas de personnes qui Il y a les associations qui luttent contre la sécurité sociale, qui font un gros travail. Oui. Maintenant, non, je n'ai pas l'impression, non, qu'il y a des gens qui s'attaquent à ce problème. On ne s'attaque pas trop à ce... Moi, j'ai découvert ça en vous lisant sur les problèmes de sécurité sociaux, et j'ai jamais vu, enfin, je sais pas, personne vraiment ne s'y attaque. Ça a été aussi pour moi une anomalie de voir que, parce que comme je cherchais des informations, c'était pour moi une anomalie de voir qu'il y avait très peu d'informations sur le sujet. Oui, c'est ça, c'est quand même assez incroyable. On me dit, que pensez-vous de la BRI? Alors la BRI, c'est la Banque des règlements internationaux, hein, voilà, qui appartient aux banques centrales, qui elles-mêmes appartiennent en majorité aux banques privées. Qu'est-ce qu'on a pensé? Parce que souvent on nous dit que la BRI serait la reine-mère, un peu, la banque des banques, et très peu connue du grand public. C'est très obscur, cette... Oui, c'est vrai que forcément le système est concentrationnaire. Savoir ce qu'il y a derrière, c'est compliqué. Maintenant, oui, il y a certaines entreprises comme la BRI ou comme Swift qui gèrent l'ensemble des flux sur le marché monétaire et financier et savoir à qui ça appartient. Il faut savoir à qui ça appartient. Ouais. La BRI, c'est un peu une espèce de super chambre de compensation, c'est ça, qui entre les banques? Oui, tout à fait. Oui. Mais pour ce qui est des banques centrales, en tout cas la Banque Centrale Européenne appartient aux États membres de l'Union Européenne. Mais il y a des agents privés derrière tout ça, évidemment, comme derrière la Fed. Il y a certaines des spécialistes en valeur du trésor qui sont propriétaires de la Fed. Alors la Fed, banque privée, banque publique, c'est quoi? Le statut de la Fed aussi est un peu camouflé. On ne sait pas non plus à qui appartient la Fed. Je sais qu'il y a des spécialistes en valeur du trésor qui en sont propriétaires. Mais on verra aussi ce qui va se passer avec Trump, parce qu'il parlait de reprendre le contrôle de la... oui, il en a beaucoup parlé cette semaine, qu'il disait qu'il voulait reprendre le contrôle de la Fed. Donc, effectivement, ça ce serait une réforme structurelle, il faudrait voir si ça sera fait ou pas. Oui, parce que la Fed, donc la Federal Reserve, un peu la tête voilà, de pont de l'empire américain, enfin l'empire financier. C'est eux qui font un peu la pluie et le beau temps sur tous les marchés, non? Parce qu'ils ont un rôle absolument phénoménal, cette Fed, puisque c'est eux qui décident de ce qui va être donné à la dette américaine, c'est ça? Oui, et puis tout est indexé sur le dollar. Sur le dollar, voilà, c'est ça. C'est de là d'où vient l'importance de la Fed, oui. Ouais. Et qui ont un pouvoir donc démesuré un peu sur l'économie mondiale, puisque toutes les monnaies sont indexées sur le dollar, Oui, bien sûr. On vient un peu à son rythme, quoi, en gros. Quoi. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'il va falloir... Parce que donc, du coup, l'élection de Trump aura des conséquences aussi, parce que la Banque Centrale Européenne n'avait pas prévu de rehausser ses taux tout de suite. Et comme je vous ai dit, pour les institutionnels, ça aura des conséquences très lourdes. Très, très lourdes. Très lourdes, oui. Quand les taux sont élevés, le coût à payer par les travailleurs, que ce soit pour la dette sociale ou la dette fiscale, c'est des montants considérables. D'accord. Donc pour le moment, on est en taux négatif, mais tout ça va... Ça va faire mal. Ça va faire mal, ça va faire quand mal. ça va revenir, d'accord. Alors, on me dit, la seule solution possible pour notre gouvernement est qu'il renationalise la création monétaire et régularise le droit des banques privées. Serait-il de quitter l'Union européenne? Est-ce que c'est vrai on peut faire ça sans quitter l'Union européenne? Parce que d'un point de vue juridique, comme on est lié par ces traités européens, est-ce que pour reprendre notre pouvoir régalien, c'est ce que invoquent d'ailleurs beaucoup des gens que j'ai cités, qui disent de toute façon, pour reprendre ce système en main, il faut sortir de l'Union européenne. L'Union européenne nous enferme dans ce système, encore plus. Oui, ça plonge les États dans l'immobilisme totalement, entre l'euro et puis la politique qui est menée, qui est décentralisée, oui. Et donc, c'est contre la souveraineté et contre les peuples, oui. La monnaie devrait être liée à la politique intérieure des États. C'est un gage de souveraineté, d'indépendance, que la France n'a plus, à cause de ça, oui.
Et donc qui est confié maintenant clairement justement à ces banquiers, quoi. C'est eux qui ont ce pouvoir-là. C'est plus voilà, on a retiré des États pour le mettre à on va dire des privés, quoi. Ils décident de la politique économique avec les crédits qu'ils accordent aux agents pour les investissements, l'acquisition de biens. Donc ils décident de la politique économique. Donc quelque part, sortir de l'Union européenne, c'est un peu un préalable quand même. On me dit, j'ai cru comprendre par M. Joranoïd que 28 banques étaient systémiques. Que peut-on faire? Alors, qu'est-ce qu'il appelle des banques systémiques? Certainement, oui, qui sont... Je pense que c'est parce qu'elles sont liées elles sont liées aux unes aux autres. Comme je l'expliquais, par capitalisation, et que de ce fait-là, quand une est en faillite, ça a des répercussions forcément sur les autres. Mais ça va être compliqué, ça, juridiquement. Comment on pourrait faire une loi demain en disant maintenant c'est terminé, chacun doit assurer... S'il y avait une loi de séparation bancaire à faire, c'était celle-là. C'était celle-là, voilà, ouais, c'était celle-là. Et pas la fameuse loi... mais la séparation bancaire, ça devrait être ça, oui. Ouais, voilà, pas séparation d'activité, mais vraiment de... Mais c'est là, parce que le livre parle du capitalisme financier, et c'est là le problème, c'est que comme elles sont privées, que le capital, c'est la propriété privée des sociétés qui ont le monopole de la création monétaire, elles en ont le droit, c'est comme ça que ça se passe, l'investissement dans le capital, les fusions, les acquisitions. Et oui, il y a un conflit d'intérêts de toute manière entre ce côté public et privé. Parce qu'en plus, donc ça veut dire que tous ces organismes-là, bon, voilà, déjà, on leur doit tous, on est tous maintenant redevables, mais petit à petit, ils deviennent eux aussi les propriétaires de toute l'économie, parce que ce sont les seuls à avoir les ressources pour pouvoir acheter de l'immobilier, des entreprises. Ils n'ont pas beaucoup de ressources, mais parce qu'ils créent l'argent à partir de rien. Ouais, donc ils n'ont même pas besoin d'avoir en fait les actifs, quoi. Ils s'en foutent, quoi. Ils se gagent sur le bien. Pour donner un exemple, si vous avez à faire un crédit pour l'acquisition d'un bien immobilier, ils se gagent sur la valeur du bien. Sur la valeur du bien. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais en soi, la création monétaire, ça repose sur, comme je vous ai dit, c'est des lignes d'écriture comptable dans des systèmes d'information. Et tout se passe par chambre de compensation, et ensuite c'est traité in fine par la société Swift. D'accord. Je sais pas si j'ai répondu. Oui. Alors, on me dit, quels autres intérêts auraient les banques avec le marché transatlantique promu par le fameux traité de libre-échange Union européenne? Ils auront encore plus les mains libres, ou de toute façon ils ont déjà complètement les mains libres en fait, dans ce TAFTA, le fameux traité, on va dire là, de fusion en tout cas entre les États-Unis et l'Union européenne, traité qui risque d'être abandonné d'ailleurs, parce que visiblement avec Trump ça a peu de chance quand même de se faire, parce qu'il a dit qu'il reviendrait dessus, mais si on avait s'était engagé dans la voie de ce traité, ça aurait encore donné encore plus de manœuvres à ces banquiers, ou ça aurait été plus contrôlé, mais bon, je vais mal y croire. Je sais pas, je connais pas assez bien le sujet. Sur le traité, on peut imaginer que ils auraient encore plus de souplesse, certainement. Ouais. Ce qu'il y a, c'est que dans la logique du système, dans cet emballement-là, ils sont en train de chercher le système va se concentrer. Le système va se concentrer et il n'y aura plus qu'une minorité de banques pour contrôler l'ensemble des différents marchés. Après, pour des accords économiques, je sais pas, je connais pas assez bien le sujet. Alors, on me dit, les grandes banques possèdent-elles la clé pour éteindre le système? Alors, est-ce qu'elles ont... elles pourraient l'éteindre elles-mêmes, le système? Elles ont tout en main, a priori, celles qui... Mais elles subissent aussi... elles subissent aussi l'appareil bancaire et financier subit aussi le système, qui même lorsqu'il le provoque. Donc, est-ce qu'ils ont une solution? Non. La seule solution qu'ils ont, c'est ce qu'on a observé, c'est de ponctionner les ressources fiscales et sociales pour se maintenir encore en vie. S'il avait s'agi de sociétés ayant une autre activité, comme je vous ai dit, elles auraient été liquidées. Oui, dans n'importe quel autre secteur, en théorie, voilà. Une société... Sauf que comme les banques sont indispensables à l'économie, on les maintient grâce aux ressources fiscales. Alors qu'en vérité, ces banques-là, par exemple, en 2008, est-ce que l'occasion pour les politiques, est-ce que ça n'a pas été plutôt de les faire tomber, de les nationaliser, puis on serait passé à autre chose finalement? C'était pas l'occasion justement rêver de dire
ça y est, vous nous avez mené à la ruine, on vous rachète, monsieur, c'est terminé, quoi. Et puis, quelque part, on prenait les dettes, mais on prenait aussi le contrôle. Oui, si, ça aurait été possible. Ça aurait été possible. Maintenant, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que lorsqu'une banque fait faillite, ça a des conséquences sociales. Très lourdes. Ah oui. Très lourdes. Mais donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux anticiper une sortie de crise avant qu'elle se produise. Et donc, c'est pas le cas. Et là, on se redirige vers la même situation que 2008, visiblement, puisqu'il n'y a pas grand-chose qui a changé. Donc, ça sera même de pire en pire. Ce sera même de pire en pire. Ouais. Donc on pourra imaginer, là, justement, qu'il y ait un peu comme ce qui s'était passé avec Lehman Brothers, une banque qui fasse faillite et qui, dans son sillage, entraîne tout le système avec, quoi, puisque c'est un peu ça à chaque fois qu'on constate. Bah oui. Ouais. Mais dans le cas de Lehman Brothers, c'était un peu particulier, mais quand il y a eu d'autres, parce qu'il y a d'autres agents qui participent comme les assureurs, et on l'a vu même pour le cas, donc dans le cas des CDS avec ce qui s'était passé, et AIG. AIG, oui, le fameux cas d'AIG. Même pour ces sociétés-là, il faut les soutenir. AIG, donc pour rappeler, c'est l'un des plus gros assureurs mondiaux, hein, c'est ça. Oui, voilà. Et qui avait commercialisé les CDS. Les CDS, voilà. Puis, quand il avait fallu faire fonctionner l'assurance, il avait fallu les renflouer aussi. Et il y avait il y a des milliards de dollars qui avaient été donnés aux banques. Voilà. Donc, qui avaient participé à la fraude de la crise de subprime. Le subprime même, ça, c'est une maison de fous quand même. Donc l'AIG, donc, qui revendait donc, des produits d'assurance CDS, donc des produits sur le... On va dire, vous misez un peu sur le risque. Bien sûr, sur le risque. Voilà, on mise sur le risque. Avec donc la faillite de Lehman Brothers, en fait, on s'est retrouvé avec devoir rembourser en fait tous ceux qui avaient investi sur ce risque. Voilà. Et donc on se retrouve ruiné lui-même, et si on lui donne pas son argent, en fait on ruine tout le monde. C'est un peu ça. Quoi. Voilà. Alors que c'était des banques qui avaient été à l'origine de la crise des subprimes. Ouais. Parce que à tel point que j'ai vu que même dans le budget américain maintenant, il y a une espèce de colonne spéciale pour cette période-là, de ce renflouement forme une dette à lui tout seul, qu'on se sépare même de la dette fédérale et tout. La dette, j'ai vu la dette qui date de cette époque-là où on a dépensé apparemment des sommes mais vertigineuses pour pouvoir garder le système en place. Je veux dire, les États-Unis, on a dès janvier 2008, il y avait une aide qui avait été décidée par le plan Paulson de 180 milliards. Voilà, c'est ça. Bien avant la faillite. Bien avant la faillite. Voilà, Paulson, on a vu effectivement tous les secrétaires du Trésor, tous se succéder et de proposer des plans comme ça. Alors en plus, les États-Unis, chaque fin d'année, on a le droit au petit théâtre de signature du budget qui tourne mal parce que on appelle ça maintenant, d'ailleurs, j'ai vu ça, le nom, son nom de nos langues, on appelle ça la falaise budgétaire. Oui. C'est tellement... on parle plus de budget, on parle de falaise, tellement... c'est des sommes indécentes qu'on ne pourra jamais rembourser. Parce que clairement, cette dette, elle est remboursable. Par défaut, elle est remboursable. Elle est remboursable, oui. C'est pour ça qu'il faudra un audit pour savoir si elle est légitime ou pas. Ouais. Parce qu'il peut y avoir beaucoup de choses dedans. Voilà, donc... Et c'est le cas en plus pour tous les pays. Bon, parce que, voilà, quand on parle des États-Unis, la dette des États-Unis, ça devient... Je crois qu'il n'y a plus assez de chiffres maintenant, zéro, pour arriver jusqu'au bout. Enfin, ils ne rembourseront jamais, de toute façon, en fait. Et comme ces pays d'Europe là, qui sont en crise, j'ai vu que même l'Irlande avait fait des obligations, moi j'ai vu à 50, 100 ans maintenant, on fait des obligations à 100 ans, c'est possible. Oui. Et puis avant, il y avait des réglementations qui ont été complètement dépassées, maintenant qu'on est à plus de 2000 milliards de dettes, mais bon, ça continue. Oui, parce qu'on a mis des règles qu'on a complètement piétinées, quoi. C'est-à-dire il y avait le pacte de stabilité avant, et puis il a été pulvérisé, mais non, ça continue. Oui, parce qu'il y avait un taux d'endettement, je crois 60%, c'est ça. Oui, mais c'est la logique, de ce système-là. C'est pour ça que si ça continue, on va aller vers une faillite généralisée, sauf s'il y a des réformes qui se mettent en place. Parce que les conséquences sociales, elles peuvent être donc extrêmement graves, parce qu'on peut imaginer donc, voilà, faillite d'établissements bancaires, et enchaîne comme ça a des réactions sur toute la société, en fait, c'est ça. Oui, c'est des entreprises qui font faillite, c'est du chômage de masse, c'est la fin de la sécurité sociale, donc la fin de la paix sociale, et des crises une crise terrible, quoi. Ouais. Donc on peut même se diriger, soyons clairs,
vers, ce qui est déjà un peu le cas, mais un totalitarisme, un État C'est déjà le cas avec l'Europe. C'est déjà le cas avec ouais. l'Europe. Et là, encore plus, on pourrait encore serrer la vis, quoi, avec c'est une situation de crise, quoi. Ça pourrait être vraiment dégénéré, quoi. Oui, c'est ce qui est arrivé dans les pays du sud de l'Europe. Ouais. C'est effectivement pas très encourageant. On me dit, que pensez-vous comment dire, voilà. Pourquoi ne pas créer une monnaie d'État gratuite indexée sur la valeur qu'on lui donne puisque les banques l'inventent? Pourquoi l'État ne se substitue pas aux banques? C'est vrai que ça paraît plus... Quand on comprend un peu quand même tout ce système, on se dit mais ce serait simple, l'État devrait, lui, créer la monnaie et les banques devraient être juste des gestionnaires en fait de l'argent, du flux peut-être, mais en aucun cas c'est elles qui devraient avoir ce pouvoir, quoi. C'est ça que tout le monde ne comprend pas, comment l'État il a pu... C'est qu'à un moment donné, c'est ce qu'on... Certains, voilà, on ne va pas tomber dans la caricature, mais quand même, on sait que les lois qui ont été passées dans ce domaine-là sont des anciens banquiers eux-mêmes. Aujourd'hui, il y a quand même, voilà, Macron, c'est un ancien banquier lui-même qui se présente à la présidentielle. On voit qu'il y a quand même une volonté à chaque fois de ce milieu bancaire d'avoir des gens très très haut placés. On le sait très bien, voilà, il y a eu Macron, mais on le sait qu'avant, il y avait eu, je crois que c'est du temps de Sarkozy, c'était M. Pébreau, qui vient aussi du milieu bancaire. Ouais. Qui est aussi, BNP. Voilà, BNP, qui a été très très influent. On sait que Valéry Giscard d'Estaing, lui aussi, venait du milieu bancaire, Pompidou aussi, Jacques Attali, qui était conseiller de Mitterrand. Enfin, il y a toujours eu ce milieu. Oui, il y a des liens très étroits, oui, et c'est ça, c'est que les banques considèrent les États comme des filiales, oui. Ouais. Donc c'est comme ça qu'elles défendent leurs intérêts. Ouais. C'est pour ça quand elles placent ces personnages, on a l'impression que c'est leur gardien je veux dire, au niveau du gouvernement, quoi. Voilà, Macron, on a plus ce sentiment qu'il défend l'intérêt du secteur bancaire, évidemment, surtout quand on voit les propositions qu'il fait, elles vont dans le sens de ce qu'attend le secteur bancaire, quelque part, en disant... Vous abattez le système social, machin, bon, c'est parfait. Tout à fait, c'est ce que je démontre dans le livre. Oui. Ouais, parce qu'on a vraiment de plus en plus, là, je veux dire, les candidats ne se cachent plus. Alors, on me dit aussi, selon vous, la possible faillite de la Deutsche Bank va-t-elle faire s'effondrer le système financier mondial? Ah oui, alors, des nouvelles un peu, parce que cette Deutsche Bank, pour dire, donc ils ont des dettes, je crois que c'est des dizaines de milliards, c'est ça, ils ont des dettes absolument incroyables qui ont beaucoup de mal à régler, visiblement. Oui, et Angela Merkel n'était pas pour soutenir la banque, mais je pense qu'elle n'aura pas le choix. Elle n'aura pas le choix. Si la banque fait faillite, ça aura des répercussions sur l'ensemble du système bancaire. Je pense qu'elle sera obligée de soutenir la Deutsche Bank. Et la Deutsche Bank fait partie des spécialistes en valeurs du Trésor qui participent au financement de la France. D'accord. Elle est complètement impliquée. Ah oui. C'est pour ça qu'ils soutiennent toujours les banques. Parce que derrière, c'est une guerre civile. S'il n'y a plus de sécurité sociale, si les impôts ne permettent plus de financer les services publics, donc la police, l'armée, etc., ça sera le cas. Mais on est quand même dans un système qui est extrêmement fragile, quoi. C'est-à-dire que, finalement, quand on y pense, on est donc à la fois à la merci donc, de tous ces prédateurs financiers, mais du jour au lendemain, quand on voit bien que si tout ça vacille un peu, finalement, c'est toute la société qui pourrait s'effondrer très facilement, quoi, beaucoup plus qu'on ne le croit, quoi. C'est un système qui est participatif, où tous les acteurs sont liés les uns aux autres. Il y a une dynamique qui s'alimente, et oui, ce sera le cas. Oui, parce que c'est ça qu'on comprend bien, hein. Moi, je pense, c'est que dans votre livre, vous avez vraiment fait ce lien de dire, attention, c'est que tout est lié, et que finalement, si ce système tombe quelque part, et en fait tout est fait pour qu'il tombe, mais toute la société va être entraînée, quoi, dedans, quoi. Ce ne sera pas une conséquence juste du secteur, en tout cas, c'est pas que si le secteur financier en fait, va connaître des problèmes, c'est pas que ce secteur qui va connaître des problèmes, c'est toute la société, l'économie et évidemment le social qui va être complètement perturbé, impacté, quoi. Oui. Ouais. Non, parce qu'on ne comprend pas des fois justement le rapport, mais là, ça paraît très clair, hein. Pour ceux qui en doutaient encore. Alors, on me dit, la guerre lancée par les banques, c'est quand nous ne payons plus. Tant que nous payons, pourquoi voudraient-ils nous exploser? Il se dit, c'est vrai que
tant que... Est-ce que, par exemple, si les gens s'arrêtaient, mais c'est très peu probable, mais le fameux bank run, ça aurait une conséquence, parce que vous dites que, en fait, ça ne représente pas grand-chose, finalement. Si tout le monde retire son argent, ça ne va pas les affaiblir tant que ça, c'est ça, on retire les dépôts, c'est-à-dire ce qu'on peut retirer. Que la banque fasse faillite à cause de crise ou qu'elle fasse faillite parce qu'on retire l'argent des banques, la conséquence sociale en tout cas sera la même. Moi je serais plutôt pour... Donc, de toute façon ce qui se passe c'est que comme les gens commencent à comprendre ce qui se passe, ils essayent de retirer leur argent, tant bien que mal. Ouais, c'est ça, Même si ça prend 1 mois, 2 mois, 6 mois, ils essayent quand même parce que les gens commencent à comprendre ce qui est en train de se passer. Donc on voit bien aussi que les banques sont en train de tout faire pour l'empêcher. Tout à fait. Ah bah, le banquier, il est au taquet. Il me dit attendez, il y a de l'ambition COP là. Voilà, et ce ne seront pas faire non plus comme ça si les gens retirent. En plus, je pense que les gens retirent leur argent de manière organisée, ça me semble peu probable. Et non, ça aurait les mêmes conséquences au niveau social. Il faudrait quoi d'ailleurs? C'est placer ça dans une banque mutuelle. Il faut comprendre que les banques n'ont pas beaucoup de liquidités. Hein. Ouais. Et il y a une différence entre les actifs et les liquidités qui peuvent être retirées. Ouais. Et moi, je suis plus pour une réforme du système. Plus une réforme du système, ouais. Alors, on me dit aussi, est-ce que vous connaissiez Étienne Chouard? Ouais, parce qu'il a des propositions à ce sujet. Non, ça vous dit quelque chose? Non. Non, mais voilà, il a pas mal de propositions. On me dit... Allez, je vais reprendre les questions un peu avant. Pourriez-vous nous dire du système... Ah, voilà. Que pouvez-vous nous dire du système de création monétaire actuel et avez-vous déjà pensé à des alternatives en matière de création monétaire? Est-ce qu'il y aurait une alternative, justement? Alors, la banque publique, c'est ce que tout le monde pense, mais est-ce qu'il y a une autre alternative, peut-être, non, pour assainir, en tout cas, ce système, pour le rendre vraiment plus viable? Moi, je me suis déjà exprimée sur le fait de la séparation, oui, des banques entre elles, ouais, plus de... Sur la création monétaire, j'ai expliqué qu'elle fonctionnait à crédit. À crédit, Donc, c'est pas de l'argent qui est prêté, c'est vraiment des crédits, c'est de l'argent qui est créé en s'engageant sur des actifs et qui sont ensuite soit gérés dans des filiales ou alors... il y a une partie donc, pour prendre les choses dans le bon sens. Donc, c'est de la création à partir de rien. Il y a une partie, 10% de la masse monétaire qui correspond à des billets et des pièces, et tout le reste, c'est de la compensation qui se fait sur différents marchés, donc comme j'ai dit, par des chambres de compensation. Et donc, sur la création monétaire, c'est l'ensemble du système, c'est de la comptabilité dans des systèmes d'information. Et les actifs, ce sont des biens comme de l'immobilier, ou ce qui sert à acquérir avec le prêt. C'est ça qui gage la création monétaire. Après, sur des systèmes de monnaie alternatifs, il y a des choses qui sont en train d'être pensées, comme des monnaies locales. Oui, il y a beaucoup d'alternatives comme ça, mais ça ne changerait pas grand-chose. Je pense que même au niveau du système, ils ont déjà des technologies qui permettraient d'évoluer vers autre chose, qu'il n'y aura plus de monnaie comme on la connaît maintenant, et que c'est en préparation. D'accord. On peut évoluer vers ce que beaucoup craignent, justement, une monnaie complètement électronique. Et puis oui. Tout. Ouais. Oui. Ouais. Et qu'on fasse elle est déjà là à 90%. Avec les cartes bancaires, c'est déjà... Les cartes bancaires, les virements. Et les virements. Donc ça voudrait dire que, quelque part, si la monnaie fiduciaire disparaît complètement, ça ne posera aucun problème, quoi. C'est pas... Enfin... Ça représente plus grand-chose. Ça représente plus grand-chose, voilà. Ça représente plus grand-chose. Ça devient de moins en moins accessible si vous allez dans votre banque, vous essayez de retirer de l'argent. Oui, moi je pense que c'est en préparation. C'est en préparation, ouais. Donc on pourrait imaginer ça justement comme conséquence de la prochaine grande crise bancaire, de dire on va passer à la monnaie électronique pour tous. Oui. D'accord. C'est très peu encourageant, hein, parce que ce sera pas de plus vers le totalitarisme. Alors, on me dit... pensez-vous que le dollar restera la devise de transaction internationale? Est-ce qu'il peut être... oui, voilà, sa suprématie, elle peut être contestée au dollar? Ça pourrait un jour?
C'est arrivé. C'est arrivé, ouais. C'est arrivé qu'elle le soit parce qu'il y a des pays comme la Libye ou l'Irak qui avaient prévu de mettre en place des monnaies indexées sur l'or et revenir à un état noir. Bon, c'est ce qui s'est passé. Ouais. Oui, il paraît qu'il ne faut pas trop le dire que vous voulez abandonner le dollar. Hein. Voilà. En général, on ne conseille pas au chef d'État d'en faire la publicité, ça finit très très mal. Bah, s'il y a des États qui arrivent à le faire, oui, ça serait une menace. Ça serait une menace pour le dollar, mais ça, enfin, je pense pas que ça arrivera demain. Oui, parce que clairement, la dette américaine, elle vit de ses transactions en dollars, et tout le monde a besoin de dollars pour acheter le pétrole, donc du coup... C'est la monnaie de référence. C'est la monnaie de référence, donc du coup, elle peut émettre comme au Monopoly, il y aura toujours des gens pour en acheter, quoi. En fait. Oui, c'est ce qu'elle fait. Oui. Alors, on me dit... D'après Pierre Jovanovic, même le Vatican était déconnecté de SWIFT afin de faire démissionner Benoît XVI. Confirmez-vous l'information? Oui, ah bah oui, parce que vous en parlez dans le livre. Justement, comme quoi SWIFT, c'est vraiment un système qui a une espèce de je sais pas, l'impression d'un pistolet sur la tempe des États, puisque finalement celui qui n'obéirait pas, comme on l'a vu, voilà, l'Iran, la Russie sur une problématique politique haute, on a un moyen de pression formidable. C'est un peu, je trouve, déconnecter quelqu'un, quoi. Parce que on pourrait dire que c'est presque le sang, cet argent de l'économie, et là, on vous coupe le robinet, quoi. Voilà, il n'y a plus rien qui arrive, plus rien qui sort, quoi. Ouais. C'est ça, c'est une arme de guerre diplomatique qui est très, très puissante. Et les États-Unis, comme je l'expliquais, s'en servent pour espionner, pour faire de l'espionnage. Pour faire de l'espionnage, oui, en plus, oui. Sous prétexte de lutter contre le terrorisme. Parce que c'est ça, c'est au nom du terrorisme. On dit, bon, on veut savoir toutes les infos au nom du terrorisme. Donc ils le faisaient au départ de manière illégale, et puis quand ça s'est su, ils ont fait passer un accord au Parlement, donc maintenant ils le font. Et puis, quand il y a des conflits, ils déconnectent. C'est un moyen de pression incroyable, quoi. Surtout que SWIFT, vous expliquez qu'au départ, il y avait quand même... En plus, c'est basé sur la neutralité. Normalement, voilà, tous les pays qui adhèrent, ils disent, bon, bah, en gros, justement, on se dit tous, on est neutre, quoi. On ne rentre pas dans les cons. En fait, normalement, les membres de cette société-là y adhèrent parce que c'est le seul. Mais par contre, la Russie et la Chine sont en train de chercher des alternatives. Des alternatives, c'est ce que... Oui, ils sont en train de chercher des alternatives pour mettre en place l'équivalent du système SWIFT, mais pour eux, en fait. Et ce qui se passe avec SWIFT, c'est que pour l'instant, tous les agents sont membres de la société SWIFT, donc les banques, les sociétés financières, tous pour les transactions. Et normalement, ça doit permettre une sécurité. Quand des ordres sont passés, d'assurer qu'ils seront effectivement bien effectués. Et puis, on arrive à des dérives, effectivement, où on déconnecte des États tout entiers, des banques centrales, c'était le cas pour l'Iran, et des banques commerciales. Et quand il y a un conflit comme en Ukraine, l'Angleterre avait menacé de déconnecter la Russie. Déconnecter la Russie. Ce qu'il faut bien signifier, c'est que c'est une conséquence terrible pour un pays, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de transactions en fait, bancaires qui peuvent aller d'un pays ou sortir du pays. Ouais. Quoi. Ce qui est un peu handicapant quand même. Assez, oui. Parce que c'est ce qu'ils avaient fait aussi, on avait appris au moment de la crise en Côte d'Ivoire, où on avait... pareil, de la même façon, alors c'est pas via le système SWIFT, mais via le système de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCEAO, qui pareil, avait coupé la Côte d'Ivoire, en fait, l'avait exclu en fait, du franc CFA, quoi. En fait, en plus, une décision complètement illégale, puisque on ne peut pas exclure un membre sans son accord, en fait, puisqu'il faut une décision à l'unanimité. Donc, tous les juristes ont dit que c'était... on arrive à des dérives, oui. Voilà, dérive totale. Et apparemment, le président Gbagbo avait réuni donc, une équipe de hackers qui avait réussi à remettre le système en route. Ah oui, pour dire qu'ils n'étaient pas super à la BCAO, ils avaient coupé les robinets, mais bon, ils n'étaient pas. Il avait réussi à remettre le système en route avec des hackers. Encore plus quand on comprend que ce sont des systèmes d'information, c'est très, très dangereux. Oui, en plus. Donc, parce que n'importe qui, en plus, pourra pénétrer ces systèmes-là, parce que c'est quand même des informations incroyables, de toutes les transactions du monde qui passent par le même système. Quoi. C'est-à-dire, moi, quand je fais mon virement n'importe où, là, il y a Swift qui est au courant. Il traite des milliers de milliards d'euros. Ouais. Donc, en théorie, d'ailleurs, on retrouve... Ça voudrait dire, d'ailleurs, parce que j'ai vu qu'on nous avait posé la question du blanchiment d'argent, ça voudrait dire qu'en théorie, tout le blanchiment qui concerne la criminalité, on sait, la drogue avec des transite par le système. Transite par SWIFT. Donc on pourrait retrouver les sommes en fait. S'il y a une volonté politique, oui. Même les chambres de compensation qui stockent les ordres, oui. Oui, donc tout est traçable, quoi. Donc quand ils nous font chaque année, là, on a le droit quand même
à j'ai envie de dire, des espèces de rodomontades comme ça sur les paradis fiscaux. Ah, on va les combattre. C'est des paroles dans le vent, ça. Parce qu'en fait, on a tout pour les combattre. On pourrait tout faire du jour au lendemain. En fait. Avec les systèmes d'information dans les chaînes de compensation et SWIFT, oui. Ouais. Donc, et puis il y a des banques qui ont été impliquées, comme HSBC, dans le blanchiment pour des cartels de la drogue au Mexique. Au Mexique, ouais. Oui, parce qu'en plus, on sait que ces cartels de la drogue, c'est des sommes considérables. Ça passe pas inaperçu, quoi. Il n'y a pas que la drogue, c'est les trafics... toute la criminalité internationale. La drogue, les armes... Les armes, le trafic de personnes aussi. Le terrorisme, en fait, aussi. Le terrorisme, parce qu'on nous dit... j'ai l'impression que personne ne s'intéresse vraiment au financement, alors que c'est là que ça devrait commencer. C'est qui paye pour tout ça, parce qu'il y a bien quelqu'un qui paye, ça, on ne fera pas croire que c'est gratuit. Oui, évidemment, oui. Donc on pourrait tracer tout ça, retrouver... Après, ce qui s'est avéré aussi, parce qu'il y a une affaire qui était très intéressante, c'était l'affaire de Clearstream, oui. Qui était une chambre de compensation. Alors c'était... Et il s'est avéré qu'ils supprimaient. Ils supprimaient des informations dans leur système pour empêcher la traçabilité. Et ce qui était ressorti, en tout cas de cette affaire-là, c'était une affaire politique entre Dominique de Villepin et Nicolas Sarkozy. Oui, tout à fait. On s'est rendu compte aussi qu'il y avait la famille Ben Laden qui avait des comptes ouverts là-bas. Donc tout est très lié. Hein. Très lié. Oui, parce qu'il y a une autre affaire aussi qui a bouleversé le Luxembourg, c'est les LuxLeaks. C'était pareil aussi, c'était un peu... des infos qui étaient données, etc., dans des chambres de compensation, je crois. Et puis, je crois que même Juncker, donc actuel président de la Commission, ancien Premier ministre, a impliqué apparemment dans cette affaire-là. Je ne sais pas si vous connaissez, non ? Les LuxLeaks, ça s'appelle. Oui, et puis il y a eu aussi l'affaire des Panama Papers. Des Panama Papers, oui, tout à fait. Mais tout ça, ce sont des symptômes, mais si on voulait vraiment savoir ce qui se passait, et dans toutes les affaires de grande délinquance internationale, si on voulait vraiment savoir ce qui se passait, il faudrait aller voir effectivement dans les chambres de compensation. Oui, parce que là, on verrait tout. On voit tout, toutes les transactions, d'où vient l'argent, d'où il va. Ouais, oui. Déjà, c'est vrai que donc il y a une hypocrisie totale quand on nous dit on peut pas tracer et tout, on peut pas savoir d'où vient l'argent. Si, on peut parfaitement savoir d'où vient l'argent. Tout est tracé. Tout est tracé. Ouais, et puis en plus, en fait, l'informatisation, puisque d'ailleurs c'est aussi un élément que vous expliquez que c'est l'informatique qui permet tout ça, que sans informatique, on ne pourrait pas arriver à ce système. C'est l'informatique qui a permis d'arriver au système dans lequel on est. Mais l'informatique permet aussi de tout retracer. Elle laisse toujours une trace, l'informatique. Et même la comptabilité est très bien faite. La comptabilité est très bien faite et ça permet de savoir qui est créancier, qui est débiteur, les flux vont dans quel sens aussi. Et si on voulait savoir, on pourrait savoir. Ah oui, d'ailleurs, c'est ce que vous expliquez aussi, que vous, en tant que comptable, vous avez lu, vous savez lire un bilan comptable, et donc du coup, c'est pour ça que vous avez relevé pas mal de choses, je crois, dans le bilan de la Société Générale, à un moment où vous expliquez que vous êtes étonné que c'est pas relevé, alors que vous les voyez, vous comprenez un peu les mouvements financiers, c'est ça Oui, et puis comment c'est organisé. Ouais. Non, parce que ça, c'est quelque chose qui nous échappe, nous, le KIDA, mais... moi, c'est mon travail, donc je sais comment trouver les informations, comment les traiter. Et vous avez constaté des choses un peu anormales, on pourrait dire. Quand on lit un bilan, on sait comment la société est organisée, qui la dirige, les mandats aussi de toutes ces personnes-là, parce qu'elles cumulent souvent les mandats dans différentes sociétés. C'est très important. Et comment s'organisent les flux. Alors, on me dit, les banques en Inde sont fermées, ils changent la monnaie. Vous, au courant, savez-vous ce qui est en train de se passer ? Ah, il y a un changement de monnaie en Inde ? Ah, je n'étais pas au courant, je ne sais pas si vous... Non, je n'ai pas l'information. D'accord. Moi non plus. Je sais qu'il y a eu un changement de régime en Inde, parce qu'effectivement, il y a eu des élections. Je ne savais pas qu'il y a un changement de monnaie. Alors, on me dit, vaut mieux prendre une banque risquée avec un emprunt immobilier. Pour un emprunt les emprunts immobiliers classiques, d'ailleurs, ils sont plutôt à la baisse, je crois, les taux pour les emprunts immobiliers, c'est ça, non ? Là, ils sont très faibles. Très faibles, mais parce qu'en fait, il n'y avait plus personne n'a d'argent, c'est ça Bon, déjà, il y a les taux de la Banque centrale qui font que la banque peut se rémunérer quand même dessus, même en pratiquant des taux faibles. Mais oui, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'acheteurs. Ouais, les acheteurs se font rares. Donc, mais là, les taux sont très faibles, ouais. Donc c'est le moment, ceux qui ont les moyens. Ceux qui ont les moyens. On me demande si c'est une escroquerie mondiale. Bon, c'était à 21h36, je pense qu'ils ont compris maintenant. Parce qu'on peut dire, c'est ça, c'est tous les pays du
monde occidental, industrialisé, mais aussi les pays dits en voie de développement, en fait, puisque de toute façon, ils sont liés aussi. Les banques présentes sur place, en Afrique, en Amérique, ce sont les cartels bancaires à part la européens, capitalisation, et il y a aussi le problème de l'endettement. Il y a des rapports qui ont été faits, notamment par un expert indépendant à l'ONU, qui indique que maintenant, le FMI et la Banque mondiale sont devenus des organismes de recouvrement pour le compte de banques privées, qu'on appelle le Club de Londres. D'accord. Ah oui, les fameux clubs. Alors, club de Paris, club de Rome, club de Londres. Ça aussi, vous en parlez, mais c'est obscur. Ça, parce qu'on nous donne des clubs de Londres, mais on ne sait pas trop qui y a dedans, qu'est-ce qu'ils font. Ce sont des banques privées. Ce sont des banques privées. Et donc, oui, elles contrôlent les ressources qu'il y a là-bas. Ils sont dans un processus de surendettement aussi. D'accord. Ils croulent sous les dettes. Donc ces pays-là, c'est presque encore pire. Ils peuvent, pour s'en sortir, c'est impossible quasiment. Quoi. Oui, il y a une volonté politique de les maintenir la tête sous l'eau. Oui, les maintenir la tête sous l'eau. Comme ça, c'est une espèce de sous-développement endémique et ils ne font que payer. Oui, en attendant, les ressources là-bas sont exploitées par des industriels. Des industriels qui, eux, profitent aussi de ça. Et qui font beaucoup d'argent, parce qu'il y a beaucoup de spéculation aussi sur les matières premières. Oui. Ça leur permet de gagner beaucoup d'argent, oui. Oui, parce que les matières premières, on sait que on pense à Pierre, mais avec son livre justement de Blitmaster, qui travaillait dans les matières premières et apparemment qui trafiquait les taux déjà, c'était... Ils font des corners, ils font beaucoup de corners donc ils exploitent les sols et les sous-sols qu'il peut y avoir, les ressources qu'il y a, pour faire des corners et ils stockent... voilà, c'est ça, ils font des espèces de stockage, on fait monter les prix artificiellement, et puis on revend... on a vu sur tout un tas de matières premières comme ça, même les matières agricoles aussi, on le fait, on provoque même des famines apparemment artificielles en fait. Comme il y a eu, je crois que c'était vers 2008, où il y avait il y a eu des émeutes qu'on appelait les émeutes de la faim. Et le problème c'était ça, c'est qu'on spéculait sur des taux de matières premières qui étaient trop élevés. Ils stockent, ils vendent les contrats, et les contrats s'échangent, et en attendant ils gonflent artificiellement les prix. Et donc du coup les pays ne peuvent plus payer en fait, acheter des denrées, montent les prix, et puis le kidam moyen qui va acheter sa farine, ou le prix a multiplié par 2, 3, et c'est impossible, quoi. Donc tout ça est lié, c'est ça qui est important, c'est qu'on voit vraiment les liens qui existent partout, nous à la fois dans le système social, mais aussi dans on va dire, l'entrave au développement des pays moins riches qui, eux, ne peuvent pas s'en sortir dans ce système-là, quoi. C'est impossible, quoi. Ils ne font que payer. Il y avait un président, c'est vrai, c'était Sankara qui était attaqué au problème dans les années 80. C'est un président africain qui s'était levé contre les banques et qui avait désigné la dette comme étant le mal endémique du sous-développement. Ce qui est un angle d'attaque très original, parce que très peu finalement, même encore aujourd'hui, les hommes politiques ont peur de parler de ça, même dans ces pays-là. Ils ne disent pas clairement... vous voyez comment il a terminé, Sankara. Oui. C'est vrai. C'est vrai, le pauvre Sankara. Et je crois qu'en plus, c'était quasiment... je crois que c'était 6 mois ou 8 mois après ce fameux discours. Donc, comme quoi, effectivement, ça termine mal. Alors, allez, je prends les dernières questions. On me dit... pourrions-nous passer au franc euro, comme avait prédit ce génialissime reportage de France 2 sur la sortie de l'euro? Bon, il rigole parce que c'était un reportage évidemment de propagande. Ce qui était surprenant, c'est qu'il disait que 1 euro était égal à 1 franc euro, mais personne n'arrivait à faire la conversion. C'est-à-dire personne ne comprenait le principe de 1 pour 1. Alors que le passage du franc à l'euro ne les avait visiblement pas plus dérangés que ça. Je me demande toujours sur quelle planète vivaient les gens. C'est vrai que si demain on change de monnaie, ça ne change rien concrètement dans les... Si demain, voilà, on a cette volonté politique, un gouvernement arrive, il nous dit, je sors de l'Union européenne, de l'euro, je reviens au franc, il nous dit un taux de 1 pour 1. C'est parfaitement réalisable d'un point de vue comptable, non? C'est-à-dire que mes euros dans ma poche sont transformés en francs et une valeur équivalente. Ça change. Vous confirmez que c'est... Parce que ça, c'est ce que nous expliquent ceux qui veulent sortir de l'euro, que ça ne changera rien et qu'on va avoir en fait une monnaie qui était traduit en euros, qui va maintenant se convertir au franc au taux de 1 pour 1. Oui, moi je suis en train d'étudier ce sujet-là, donc pour l'instant je ne vais pas m'engager dans le dialogue sans maîtriser trop bien le sujet, mais oui, en tout cas la valeur qu'a l'argent, c'est celle qu'on lui accorde. La valeur qu'a l'argent, c'est celle qu'on lui accorde.
Si on accorde du crédit à des organismes qui produisent de l'argent à partir de rien, oui. Ouais. Pas de... Au taux de 1 pour 1. Parce qu'il y a de plus risqué que ça. Donc c'est réalisable. Non, parce que des fois, certains européistes, on va dire, qui sont un peu contre ça, ils disent « Ah non, c'est pas possible, on peut pas faire ça. » Alors, Parce qu'il faut évaluer les conséquences que ça peut avoir sur l'ensemble du système. Parce que comme tout est lié, ça a des conséquences sur l'ensemble. Mais c'est réalisable quand même, c'est pas non plus... Oui, c'est possible. Non, parce que les Européens se disent c'est pas possible. Alors c'est pour ça qu'à mon avis, ils veulent se rassurer. La question, je l'avais posée aussi, mais on y a répondu sur les médias mainstream. Voilà, on me demande aussi, pourriez-vous préciser depuis quand la Banque de France est publique? Vous l'avez fait. Et on me dit, vu que la dette est énorme, la loi de 73, on ne doit pas l'argent, mais on nous en doit. Comment évaluer à ce moment l'arnaque en prenant en compte le renflouement des banques, la dette et les évasions fiscales? C'est vrai que moi, j'avais entendu la théorie, par exemple, de Gérard Fouché, qui était venu ici. Lui, il dit, une fois qu'on a créé l'argent, normalement, on doit s'il y avait une justice, entre guillemets, dans le système, il dit on devrait redistribuer, en fait, l'argent. Et après, les gens le redépenseraient, mais ça devrait être l'inverse, en fait. Les banques devraient nous donner de l'argent, en fait, quasiment. Et pas l'inverse, en fait, on ne devrait pas payer. C'est elles qui devraient nous payer, quasiment. Oui, sauf que c'est pas ça, parce qu'on considère que les banques fournissent un service et qu'on doit les rétribuer pour ça. Et ça correspond à des dizaines de milliards d'euros. Donc c'est de l'argent qui est ponctionné et qui retourne dans les banques. Donc la logique pour eux est inverse. Oui, voilà, c'est nous qui payons, mais en théorie, ils devraient peut-être nous payer. Alors, on me dit, ne serait-il pas plus favorable à tout le monde de créer un RSI public plutôt que d'enrichir encore des mutuelles privées? Mais est-ce qu'on a besoin d'un RSI? Pourquoi est-ce qu'il y aurait pas... Est-ce que ce serait compliqué d'avoir un seul système, une seule caisse, unique, un guichet unique? Il y en a certains qui l'avaient proposé, le fameux guichet unique, pour tout le monde. Est-ce que ce serait possible, ça? Et ça simplifierait pas tout, en fait, quelque part? Alors, donc Emmanuel Macron avait parlé de raccrocher le RSI avec le régime général pour les salariés. Ouais. Bon, après, ça a été abandonné. Le problème qu'il y a avec le RSI, c'est le calcul des cotisations. Le calcul des cotisations, oui. Parce que c'est basé sur leur déclaration de revenus. Donc en gros, j'ai gagné 10 000 € l'année dernière, ils vont me compter sur ça, alors que cette année j'en gagne moins, mais ça ils s'en foutent, ils vont me compter sur mon... Oui, voilà, sauf que les déclarations se font, par rapport aux déclarations, c'est assez difficile de gérer ça. C'est le problème que connaît le RSI, qui fait que sa comptabilité aussi est peu probante parce qu'il se base sur des choses, mais entre-temps il y a des entreprises qui font faillite, les déclarations de revenus évoluent, quand il y a des crises, le revenu devient moindre et donc les gens paient moins que ce qu'ils avaient prévu. Donc la gestion du RSI, c'est un vrai problème. Moi je considère déjà qu'il devrait y avoir une commission parlementaire sur le RSI. Sur le RSI, ouais. Que le conseil d'administration devrait avoir à rendre des comptes, les commissaires aux comptes aussi expliquer ce qui se passe vraiment au RSI, etc. pour pouvoir améliorer la chose. Maintenant, il y a des éléments que je développe dans le livre qui sont illégaux. Je pense qu'il y a des procédures qui vont être ouvertes. Et il faut aussi savoir si le RSI doit être attaché au régime général. Pour répondre à votre question, il faut savoir si dans la situation dans laquelle se trouve le régime général, s'il pourra soutenir le RSI. Parce qu'il est lui-même en faillite. Il survit grâce à l'emprunt que fait la Caisse d'amortissement de la dette sociale. Donc il faut savoir, encore une fois, faire un audit, savoir si il pourra supporter le RSI. Clairement, on a un système qui nous coûte très cher, en tout cas. Qui nous coûte très cher et qui est très défaillant. Et qui est très défaillant, quoi. Oui, très dangereux. Ça, ce sera la conclusion. Et j'espère que nous avons amené, vous aussi, beaucoup d'éclaircissements, en tout cas sur ce sujet de la dette sociale. Je pense que beaucoup de gens vont découvrir l'étendue du problème. En tout cas, merci beaucoup, Héloïse, d'être venue. Et vraiment, voilà, très très bonne soirée. Je pense que tous ceux qui nous ont suivis aussi ont appris beaucoup de choses. On dit au revoir à la régie, évidemment, au revoir aux modérateurs, au revoir à tous les métanautes. Un petit bonjour à Pierre avec nous dans les studios. C'est comme dans les émissions de rap spéciales dédicaces. Et puis, de toute façon, normalement, on se revoit mercredi. Et puis, vous savez comment on termine ici. Parce que forcément, si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. Ciao, ciao, ciao.